Au dîner, mon grand-père a demandé à sa petite-fille si elle connaissait son fonds fiduciaire, puis a montré des relevés élus qui avaient changé les mails de contact. Argent, mensonge, trahison. Je me tiens devant la porte du salon de la maison de mon grand-père et je n'ai qu'une seule phrase en tête. Ma mère m'a volé 600 000 dollars. Mes mains tremblent, même si j'essaie de paraître calme. Autour de moi, il y a des invités, des conversations, des rires, l'odeur du vin rouge et du bœuf rôti, mais j'ai l'impression que tout cela se passe dans une autre dimension. Il n'y a qu'une seule réalité, les chiffres sur l'écran de l'ordinateur portable qui viennent de briser ma vision de ma propre vie. J'ai grandi dans une famille modeste. Ma mère, Sheila, travaillait comme infirmière dans un hospice, un travail difficile, des gardes de nuit, une fatigue permanente sur le visage. Je me souviens bien de ses mains, toujours froides, qui sentèrent le désinfectant et elle me prenait rarement dans ses bras car elle disait que son travail lui apportait la mort. C'était peut-être juste une façon de garder ses distances, mais je m'y suis habituée. Après la mort de mon père, quand j'avais 10 ans, ma mère est devenue encore plus renfermée. Elle parlait rarement de lui à voix haute, mais se plaignait souvent de l'argent. Nous n'avons même pas assez pour manger correctement, disait-elle, alors que nous mangions assez bien sans raffinement. Grand-père Léon nous aide bien sûr depuis la mort de ton père, mais il pourrait donner plus vu sa fortune. Grand-père Léon était une figure presque mythique dans mon enfance, époux de ma grand-mère décédée, issue d'un clan influent d'agriculteurs. Léon dirigeait lui-même une grande entreprise agricole dont les journaux locaux parlaient parfois. J'ai conservé un article où il était qualifié de l'un des entrepreneurs les plus prospères de l'État. Mais pour moi, il n'était qu'un grand-père qui venait rarement nous rendre visite et me regardait toujours d'un air sévère, comme s'il m'évaluait. Ma mère disait qu'il était hautain et froid, qu'après la mort de son fils, il avait complètement oublié sa famille. Je la croyais. Pourquoi aurais-je dû douter? J'ai grandi dans un appartement de 2 pièces en banlieue où les voisins se disputaient sans cesse et où l'entrée sentait la moisissure et quelque chose d'aigre. Maman ne me permettait jamais de lui demander plus que nécessaire. Si je voulais une nouvelle robe ou une sortie au musée avec ma classe, elle me regardait comme si je demandais l'impossible. L'argent ne tombe pas du ciel, Clara. Tu crois que grand-père nous donne autant pour que nous vivions comme des reines? Et je me taisais, me sentant coupable d'avoir osé rêver à autre chose qu'au strict nécessaire. À 16 ans, j'ai commencé à travailler à temps partiel, d'abord en distribuant des prospectus pour un supermarché local, puis en travaillant à la caisse d'un café. Ma mère approuvait cela, disant que je comprenais enfin la valeur de l'argent. Mais un soir, quand je suis rentrée à la maison après mon travail, je l'ai trouvée assise à la table avec une calculatrice et une pile de factures. Elle pleurait silencieusement, mais je voyais ses épaules trembler. Tout va bien, maman, lui ai-je demandé. Elle s'est essuyé le visage et m'a répondu sèchement: oui, va te coucher. Je suis partie, mais cette image est restée gravée dans ma mémoire. Ma mère, qui n'avait jamais montré de faiblesse, m'est soudain apparue petite et impuissante. J'ai choisi une université locale pour ne pas avoir à payer de frais de logement. Maman a insisté pour dire que ce serait moins cher et j'ai accepté. Elle m'a aidé à créer tous mes comptes, email, banque, réseaux sociaux. Je m'y connais mieux que toi, disait-elle, et je la croyais. Pourquoi ne pas la croire? C'est ma mère. Elle veut ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est ce que je pensais à l'époque. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un emploi de responsable marketing dans une petite agence qui travaillait avec des marques locales de produits biologiques. Le salaire était modeste, mais j'aimais mon travail. Je créais des slogans, dessinais des maquettes, communiquais avec les clients. Je me sentais enfin indépendante. Je louais une chambre avec une amie, j'achetais de la nourriture en solde, je m'offrais parfois un café dans mon café préféré. Ma vie n'était pas luxueuse, mais c'était la mienne. Ma mère m'appelait une fois par semaine. Les conversations étaient généralement courtes. Comment ça va? Tu manges bien? Ne gaspille pas ton argent pour des bêtises. Je ne lui parlais pas de mes projets ou de mes rêves, car je savais qu'elle me dirait de toute façon quelque chose comme sois réaliste. Nous nous sommes éloignés l'une de l'autre et il me semblait que c'était normal. Les enfants grandissent et les parents restent dans le passé. Je voyais rarement mon grand-père Léon lors des grandes fêtes. Il envoyait des cartes avec de brefs messages, parfois accompagnés d'un chèque de plusieurs centaines de dollars. Ma mère prenait toujours ces chèques, disant qu'elle les déposerait sur notre compte commun. Je ne demandais pas de quoi il s'agissait ni si ce compte existait vraiment. Je croyais simplement. Mon Dieu, comme j'étais naïve, lorsque Léon a eu 75 ans, il a décidé d'organiser un grand dîner dans sa maison. Toute la famille a été invitée, tantes, oncles, cousins et cousines que je ne connaissais presque pas. Au début, ma mère ne voulait pas y aller, mais elle a changé d'avis. Il faut quand même montrer son visage, a-t-elle dit, et nous y sommes allés ensemble. La maison de Léon était majestueuse, une maison à 2 étages avec des colonnes blanches, un grand jardin et une fontaine à l'entrée. Je me sentais déplacée. Tous les invités étaient vêtus de manière élégante et parlaient d'affaires, de voyages, de nouvelles voitures. Je me suis assise dans un coin avec un verre de vin et j'ai essayé d'avoir l'air occupée pour que personne ne vienne me parler. Les autres petits-enfants tournaient autour de moi. Ils étaient 5, 3 du frère cadet de mon grand-père, 2 de sa sœur. Ils étaient tous plus âgés que moi, prospères, sûrs d'eux. Mon grand-père communiquait facilement avec eux, blaguait, leur posait des questions sur leurs activités. Je n'ai jamais fait partie de cette intimité. Léon a toujours été poli avec moi, mais réservé. Je pensais qu'il ne s'intéressait tout simplement pas à moi. Après tout, il avait beaucoup de petits-enfants et je n'étais qu'une parmi tant d'autres. Mon grand-père avait fière allure pour son âge.
grand, les cheveux gris coiffés en arrière, vêtu d'un costume sombre. Il se tenait avec dignité, mais sans arrogance. Quand il parlait, tout le monde se taisait. Sa voix était grave et assurée, comme celle d'un homme habitué à diriger et à prendre des décisions. Merci à tous d'être venus aujourd'hui, a-t-il dit. 75 ans, c'est beaucoup, mais je ne compte pas m'arrêter là, j'ai encore des choses à accomplir. Tout le monde a ri et j'ai souri moi aussi. Puis il m'a regardé et m'a demandé: Clara, au fait, as-tu reçu les lettres concernant ton fonds fiduciaire? Je me suis figée. Tous les regards se sont tournés vers moi. Ma mère, qui était assise à côté de moi, s'est soudainement tendue. Personne ne m'a jamais dit que j'avais un fonds fiduciaire, ai-je répondu doucement. Grand-père fronça les sourcils. Il s'approcha de la table, prit l'ordinateur portable et l'ouvrit devant moi. Voici les relevés des 10 dernières années, dit-il calmement. Chaque mois, depuis le jour où tu as eu 18 ans, 5 000 $ ont été versés à ton nom, au total plus de 600 000 $. Je me suis sentie étouffée. Les chiffres mis à l'écran se brouillaient devant mes yeux. 600 000 $, de l'argent dont je n'avais même pas idée. Mais je n'ai rien reçu, ai-je murmuré. Mon grand-père cliqua sur la souris et ouvrit un autre onglet. L'adresse électronique pour les courriers a été modifiée, dit-il. Il y a 2 ans, tous les relevés ont été envoyés à cette adresse. Je regardais l'écran, l'adresse m'était inconnue, mais le nom de famille était celui de ma mère. Ma mère se leva brusquement, son visage était blanc comme un linge. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Grand-père la regarda froidement. Très bien, dit-il. Voyons qui a changé l'adresse email de contact. Maman attrapa son sac et se précipita vers la sortie. La porte claqua derrière elle. Tous les invités restèrent figés, sous le choc. Je restais assise sans comprendre ce qui venait de se passer. Grand-père s'approcha de moi et posa sa main sur mon épaule. Maintenant, nous savons qui a changé l'adresse email, dit-il doucement mais fermement. Et cela signifie aussi que nous avons beaucoup de choses à discuter, ma petite fille. Les invités ont commencé à partir les uns après les autres. Certains ont essayé de me parler, mais mon grand-père les a gentiment mais fermement éloignés. Laissez la jeune fille tranquille, a-t-il dit, et tout le monde s'est retiré. Il m'emmena dans la bibliothèque, une grande pièce avec du bois sombre, des murs couverts de livres et une cheminée dans laquelle le bois crépitait doucement. Assieds-toi, dit-il en me montrant un fauteuil. Je m'assis et il me versa un verre de whisky. Bois, tu en as besoin, je bus. L'alcool me brûla la gorge mais m'aida à me calmer un peu. Grand-père s'assit en face de moi, croisa les bras sur sa poitrine et commença à parler. Sa voix était ferme, sans aucune trace de doute ou d'hésitation. Quand ton père est mort, je savais que je devais prendre soin de toi. Sheila ne voulait pas me voir. Elle m'accusait d'être responsable de la mort de son fils, alors que c'était un accident et que je n'y étais pour rien. Mais je comprenais sa douleur. Je n'ai donc pas insisté pour la voir. À la place, moi, j'ai créé un fonds fiduciaire. Cet argent devait t'aider à faire des études, à monter ta propre entreprise, à vivre dignement. Il s'est tué un instant à regarder le feu dans la cheminée. Je ne t'ai pas accordé autant d'attention que j'aurais pu. J'ai d'autres petits-enfants, mon entreprise, mes affaires. Tu m'as toujours semblé distante, silencieuse, réservée. Je pensais que Sheila t'avait monté contre moi et je ne voulais pas te mettre la pression. J'ai décidé que l'argent était le meilleur moyen de te soutenir sans m'immiscer dans ta vie. Je t'ai envoyé des lettres. Au début souvent, puis de moins en moins. Je n'ai presque jamais reçu de réponse. Parfois je recevais un petit mot «merci» ou «tout va bien». Je pensais que tu ne voulais tout simplement pas communiquer avec moi. Peut-être que Sheila t'avait dit du mal de moi, ou peut-être avais-tu décidé toi-même que tu n'avais pas besoin de moi. Je ne savais pas. Mais l'argent continuait d'arriver au fond, je voyais les relevés, je voyais que tout fonctionnait, et je me disais au moins elle est à l'abri financièrement. Il se pencha en avant, son regard devint dur. Mais je me trompais, Sheila t'a menti, elle t'a volé, et elle l'a fait pendant des années. Je ne sais pas encore où est passé cet argent, mais je le découvrirai. Et je ne laisserai pas passer ça. J'ai été un grand-père indifférent qui ne s'intéressait pas à ta vie. Mais maintenant, je vais changer cela. Ma petite fille, je pense que toi non plus, tu ne voudras pas laisser passer ça. Ces mots étaient mots comme des coups, mais en même temps, c'était un soulagement. Pourquoi a-t-elle fait ça ai-je demandé, la voix tremblante. Je ne sais pas, a répondu mon grand-père. Peut-être pensait-elle que cet argent lui appartenait. Peut-être m'en voulait-elle et a-t-elle décidé que c'était son droit. Ou peut-être était-ce simplement de la cupidité. Les gens font des choses étranges quand il s'agit d'argent. Il se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda le jardin sombre. Mais voici ce que je vais te dire, Clara. Tu es ma petite fille, la fille de mon fils que j'aimais. Peut-être que je ne savais pas le montrer. J'ai peut-être commis des erreurs en consacrant mon temps à mes autres petits-enfants et à mes affaires plutôt qu'à toi. Mais je n'ai jamais voulu que tu vives dans la misère. Et maintenant que je connais la vérité, je ferai tout pour réparer cela. Tu es l'une de mes petites filles. Tu es la fille de mon fils. Et j'ai une dette envers toi, j'ai pleuré. Doucement, mais les larmes coulaient et je ne pouvais pas les arrêter. Grand-père est revenu, s'est accroupi près de mon fauteuil et m'a pris les mains. Nous sommes restés longtemps assis dans la bibliothèque. Grand-père m'a parlé de mon père, de ce qu'il était dans son enfance, de ses rêves. J'écoutais et je pleurais car pour la première fois, quelqu'un parlait de mon père comme d'une personne vivante et non comme d'un fardeau du passé. Quand je me suis enfin décidée à partir, mon grand-père m'a prise dans ses bras, fort, sincèrement. Nous allons régler ça, a-t-il dit. Ensemble, je te le promets. Je suis rentrée chez moi complètement abasourdie, les rues défilaient derrière la vitre et une seule pensée tournait dans ma tête. Ma mère m'avait menti pendant toutes ces années, elle m'avait volé mon argent et m'avait fait culpabiliser pour chaque petite chose. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, mais une chose est sûre, ma vie ne sera plus jamais comme avant.
3 jours se sont écoulés depuis ce dîner dans la maison de mon grand-père, 3 jours pendant lesquels j'ai essayé d'appeler ma mère et où je n'ai obtenu que le silence. Elle ne répondait pas au téléphone, ne répondait pas aux messages, et ce silence était pire que n'importe quelle exclamation ou excuse. Je ne pouvais ni manger ni dormir normalement, je n'avais que ces relevés bancaires devant les yeux, 600 000 dollars qui auraient dû être à moi. Léon m'appelait tous les soirs. Il ne me mettait pas la pression, ne me demandait pas de prendre des décisions, il me demandait simplement: comment vas-tu? Sa voix était calme, mais je sentais qu'elle était déterminée. Tant que ta mère ne te contacte pas, nous ne prenons aucune décision précipitée. Mais quand elle parlera, tu devras être prête à entendre la vérité. Et si tu as besoin d'aide, dis-le. J'allais au travail, je m'asseyais devant mon ordinateur, je répondais aux courriels des clients, mais tout cela me semblait irréel. Mes collègues me demandaient si tout allait bien et je hochais la tête, je souriais, je mentais. Comment pouvais-je leur expliquer que ma vie était un mensonge, que ma mère, qui m'avait élevée seule, m'avait volée pendant des années? Le troisième soir, alors que j'étais sur le point d'aller me coucher, le téléphone a sonné. C'était ma mère. Je me suis figée en regardant l'écran, puis j'ai décroché. Clara, a-t-elle dit d'une voix tendue, presque hystérique, qu'est-ce que tu fais? Tu as déjà contacté Léon, il n'attendait que ça pour gâcher ma vie. Je suis restée silencieuse pendant quelques secondes, essayant de me ressaisir. Tu m'as délibérément caché cet argent, maman, c'était mon fonds fiduciaire. Où est-il maintenant? Je devais le faire, a-t-elle presque crié. Si je n'avais pas tout surveillé, Léon aurait pris en un instant tout ce qui restait de ton père. Tu ne comprends pas ce que j'ai enduré après sa mort. J'ai élevé mon enfant seul, j'ai travaillé la nuit, j'ai tout sacrifié. Et Léon, il m'a traité comme si je n'étais personne. Hautain, froid, arrogant, il ne m'a jamais respecté, il m'a toujours regardé de haut. J'avais droit à cet argent car il devait servir à notre vie, à ton avenir. Tu l'as dépensé pour notre vie? Je ne pouvais pas retenir mon sarcasme. Nous vivions dans le même appartement, nous portions les mêmes vêtements bon marché, je travaillais depuis l'âge de 16 ans. Où est passé l'argent, maman? Elle se tut, puis, plus doucement, presque dans un murmure, je les ai dépensés en investissement. Pour assurer notre avenir. Certains n'ont pas fonctionné, mais j'ai essayé. Je veux voir les relevés. Ai-je dit fermement, tous, j'ai le droit de savoir. Tu ne comprends rien, s'écria-t-elle à nouveau. Sans cet argent, nous serions à la rue depuis longtemps. Elle raccrocha. Je restai assise dans la pièce sombre, tremblant de colère et d'impuissance. Puis je lui écrivis: je viendrai demain, je veux juste voir les relevés. Sois prête. Le lendemain, j'ai pris un jour de congé et je suis allée chez ma mère. L'appartement était comme d'habitude. Un vieux canapé, un tapis usé, de la poussière sur le rebord de la fenêtre. Aucun signe de vie luxueuse. Ma mère se tenait près de la table, le visage gris, des cernes sous les yeux. Entre, marmonna-t-elle. Tu veux du thé? Je refusai. Je veux voir les relevés bancaires, tous. Elle haussa les épaules, alla dans la chambre et revint avec un vieil ordinateur portable. Elle l'alluma, chercha longuement quelque chose dans les fichiers, ses mains tremblaient. Tiens, regarde, dit-elle enfin en me montrant l'historique des mouvements sur l'un des comptes. Tu vois, il y a eu des investissements. Je voulais augmenter nos économies. Une affaire n'a pas marché, une autre. J'ai fait ce que j'ai pu. Je me suis penchée sur l'écran. Les relevés étaient incomplets, de nombreuses opérations avaient été masquées ou supprimées. Mais ce que je voyais ne correspondait pas à ce que ma mère m'avait raconté. Transfert après transfert, des sommes importantes étaient versées sur un compte que je ne connaissais pas. Quel est ce compte? Demandai-je en montrant l'écran. Ma mère détourna le regard. C'est un dépôt. J'ai mis de côté une partie pour mes vieux jours. Un dépôt ne fonctionne pas comme ça, ai-je dit froidement. Il y a des virements successifs, des dates différentes, des montants différents. Ce n'est pas un dépôt, c'est autre chose. À qui as-tu transféré cet argent? Elle était restée silencieuse. Je sentais la colère monter en moi comme si quelque chose se brisait définitivement. Qui est-ce, maman? À qui as-tu donné cet argent? Elle m'a enfin regardée et j'ai vu la panique dans ses yeux. C'est un ami. Il m'aidait à investir mon argent. Tu comprends? Je ne pouvais pas m'en sortir sans aide. Il m'avait promis que tout irait bien. Je me suis figée. Un ami? Quel ami? Je n'ai jamais entendu parler d'un de tes amis qui s'occupait d'investissement. Ma mère s'est mise à pleurer. Il s'appelle Curtis Limbach. Nous sommes ensemble depuis 8 ans. Je ne pouvais pas te le dire car je savais que tu ne comprendrais pas. Il était la seule personne qui me rendait heureuse après la mort de ton père. Il m'avait promis de m'aider à assurer notre avenir. Il avait dit qu'il achèterait une maison, que nous pourrions vivre mieux. Je n'en croyais pas mes oreilles. Tu as donné de l'argent à un homme que je ne connaissais même pas. Tu m'as volé pendant des années pour lui donner à lui. Ce n'est pas du vol, s'écria-t-elle. Je suis ta mère, j'avais le droit de disposer de cet argent car il appartenait à notre famille. Léon ne nous a jamais vraiment aidés, il s'est simplement déchargé de nous avec ses virements pour ne pas se sentir coupable. Il s'est déchargé, ai-je presque crié. Il transférait 5 000 dollars par mois, pendant 10 ans. Et tu as tout pris. Maman s'est pris la tête dans les mains. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Curtis avait promis de rembourser tout ce qu'il investirait dans l'immobilier, qu'il y aurait des bénéfices. Mais quelque chose a mal tourné. J'ai pris l'ordinateur portable et j'ai commencé à examiner les relevés de compte plus en détail. La plupart de l'argent des 8 dernières années qui avait été progressivement transféré sur le compte de ce Curtis Limbach, ce n'étaient pas des investissements, mais des virements directs, des sommes colossales, des centaines de milliers de dollars. Où est-il maintenant? Demandai-je. Je ne sais pas, murmura ma mère. Il ne répond plus au téléphone depuis 2 semaines. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose.
Je me levai et pris mon sac. Je vais aller voir grand-père, il doit être mis au courant. Clara, je t'en prie, ne fais pas ça, supplia ma mère. Il va me détruire, il a toujours voulu ça. Je l'ai regardé une dernière fois et je suis sortie sans dire un mot. Le soir même, je suis allée chez Léon. Il m'a accueillie dans la bibliothèque et m'a écoutée en silence pendant que je lui racontais tout ce que j'avais appris. Quand j'ai eu fini, il a simplement hoché la tête. Donc il y a un homme nommé Curtis Limbach qui a reçu la majeure partie de l'argent. Il faut découvrir qui il est et où il se trouve actuellement. Comment allons-nous faire ai-je demandé. Léon m'a regardé de son regard calme et déterminé. J'ai des gens qui s'occupent de ce genre de choses, des comptables privés qui peuvent retracer les transactions financières. Si ce Curtis est vraiment un escroc, nous le trouverons. Le lendemain, Léon m'a présenté Margot Atwood. Elle avait 41 ans, les cheveux courts et bruns, le regard froid et portait un tailleur strict. Elle travaillait comme auditrice privée et avait de l'expérience dans les enquêtes sur les fraudes financières. Donnez-moi toutes les informations dont vous disposez, dit-elle en s'asseyant à la table du bureau de mon grand-père. Le numéro de compte, les dates des virements, les montants, je vais trouver cet homme. Je lui ai transmis tout ce que j'avais trouvé dans l'ordinateur portable de ma mère. Margot travailla rapidement et avec professionnalisme, suivant les transactions, vérifiant les bases de données, passant des coups de fil. 2 jours plus tard, elle revint avec les résultats. Curtis Limba, 52 ans, ancien agent d'assurance, dit-elle en étalant devant nous un dossier rempli de documents. Il a travaillé dans plusieurs entreprises par le passé, a été licencié pour suspicion de fraude, mais rien n'a été prouvé. Il est aujourd'hui officiellement à la retraite. Il a une fille, Shelby Limbash, 25 ans, qui travaille comme coiffeuse dans un salon local. Elle posa une photo sur la table. Un homme de taille moyenne, aux cheveux gris, au visage agréable, rien de particulier, rien qui laisse penser qu'il s'agit d'un fraudeur. Voici son adresse, a poursuivi Margot, et voici un détail intéressant. Il y a un an, il a acheté une maison dans la banlieue de Portland. Le prix, 350 000 dollars. L'hypothèque est à son nom, mais le premier versement a été effectué en espèces. Devinez d'où vient l'argent. J'ai senti mon cœur se serrer. Il a acheté la maison avec mon argent. Oui, acquiesça Margot. Et autre détail, il a des dettes énormes. Au casino, auprès de prêteurs privés. Apparemment, il a utilisé l'argent de votre mère pour rembourser une partie de ses dettes et acheter un bien immobilier qu'il a ensuite pu utiliser comme garantie. Léon est resté silencieux, examinant les documents. Puis il m'a regardé. Vous voulez le rencontrer? J'ai acquiescé. Oui, je veux regarder dans les yeux l'homme qui m'a volé ma vie. Margot a noté l'adresse sur un bout de papier et me l'a tendue. Mais sois prudente, s'il a vraiment des dettes au casino, il peut être dangereux. J'ai mis le bout de papier dans mon sac. Je n'ai pas peur. Le soir même, alors que j'étais sur le point de rentrer chez moi, le téléphone a sonné. C'était ma mère. Je ne voulais pas répondre, mais je l'ai fait quand même. Clara. Sa voix était brisée, presque inhumaine à force de pleurer. Il a disparu. Curtis a disparu, il a pris toutes les économies qui me restaient. La maison n'est pas à mon nom. Il l'a mise au nom d'une certaine Maren Jones que je n'ai jamais vue. Tout l'argent a disparu. Je me retrouve sans rien. Elle sanglotait tellement que je comprenais à peine ses mots. J'étais assise dans la voiture, j'écoutais ce désespoir et je ne pouvais pas prononcer un mot. Ma mère avait elle-même provoqué cette catastrophe. Elle m'avait menti pendant des années, m'avait volé, avait donné mon argent à un escroc et maintenant elle pleurait parce qu'il l'avait quittée. J'ai raccroché sans dire un mot. Assise dans le noir, je regardais les lumières de la ville et sentais la peur faire place à une détermination froide, presque cruelle. Je trouverai ce Curtis et il répondra de tout. Je ne savais pas si je me réveillerais le lendemain en étant encore capable de croire en quelqu'un. Le matin était brumeux et froid, j'avais même oublié de régler mon réveil. Je me suis simplement assise avec une tasse de café, j'ai regardé par la fenêtre le ciel gris de Portland et j'ai essayé de rassembler mes pensées. Ma mère n'avait pas appelé de toute la soirée, Léon m'avait envoyé un court message. Demain à 11 heures, Margot viendra avec ses conclusions. Sois prête. Je suis arrivée chez mon grand-père plus tôt que prévu. Sa maison m'a accueillie avec une odeur de café et de bois poli. Dans le salon, les meubles sombres brillaient et Léon était assis à une grande table en train de parcourir des documents. À côté de lui se trouvait Margot, vêtue d'un tailleur strict, un dossier à la main et l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi de la nuit. Commence, dit Léon sans lever les yeux. Nous sommes prêts à t'écouter. Margot ouvrit devant moi un dossier contenant des relevés, des photos et des impressions. J'ai examiné tous les paiements effectués au cours des 8 dernières années, commença-t-elle. La plupart des fonds ont été versés par tranches régulières sur le compte de Curtis Limbach. Officiellement, il est à la retraite, ancien agent d'assurance, mais il dépense comme s'il dirigeait une grande entreprise. Il a plusieurs dettes dans des établissements ouverts 24 heures sur 24, casinos, bureaux de Paris. Récemment, il a reçu plusieurs sommes importantes de votre mère, après quoi il a enregistré un virement pour l'achat d'une maison. Mais la maison n'est enregistrée ni à son nom, ni à celui de Sheila. J'ai senti ma gorge se serrer. À qui? À une femme nommée Maren Jones. J'ai vérifié, c'est une prête-nom, peut-être une de ses connaissances ou simplement un nom fictif, mais légalement, la maison n'appartient ni à votre mère ni à lui. Léon fronça les sourcils. C'est un stratagème classique. Il a utilisé son argent pour acheter un bien immobilier qu'il pourra ensuite vendre ou utiliser comme garantie. Margot acquiesça. Oui, et encore une chose. Curtis a une fille, Shelby Limbach, 25 ans, coiffeuse dans un salon local. Je l'ai contactée, elle a accepté de me parler. Je regardais mon grand-père. Tu penses qu'elle sait quelque chose?
Peut-être, répondit Léon. Ou peut-être est-elle une victime, tout comme toi, il faut le découvrir. Nous nous rendîmes au salon où travaillait Shelby. C'était un petit endroit dans le sud de la ville, très éclairé, qui sentait la laque et où de la musique jouait en fond sonore. Shelby avait l'air jeune mais fatiguée. Elle avait les cheveux courts et blonds, les oreilles percées, et son visage portait les traces de nuit sans sommeil. Lorsque nous sommes entrés, elle était en train de finir avec une cliente. En nous voyant, elle a sursauté, mais s'est approchée. Vous êtes Clara a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête. Oui, merci d'avoir accepté de me parler. Nous nous sommes assis dans un coin, loin des autres. Margot est restée près de la sortie et Léon s'est tenu à côté de moi, silencieux mais présent. Je ne savais rien de votre argent, a immédiatement déclaré Shelby, ni de votre mère. Mon père ne parlait jamais de sa vie privée. Il venait simplement quand il avait besoin de quelque chose. De quoi exactement ai-je demandé? Shelby a soupiré. De l'argent, toujours de l'argent. Il en demandait à ma mère, à mes amis. Il disait qu'il était malade, qu'il devait se faire opérer, que son entreprise avait fait faillite, que ses créanciers le pressaient. Je le croyais, je l'ai cru longtemps, jusqu'à ce que je découvre qu'il dépensait tout au casino. Sa voix tremblait. Il nous a quittés quand j'avais 12 ans. Maman m'a élevée seule, elle avait 2 emplois. Et lui, il appelait de temps en temps, promettait de revenir, apporter des cadeaux. Je pensais qu'il ne savait tout simplement pas être père. Mais quand j'ai eu 18 ans, il a commencé à me demander de l'argent. Au début, de petites sommes, puis de plus en plus. Je lui donnais parce que c'est mon père, parce que je pensais que c'était normal. Je sentais la colère monter en moi, non pas contre Shelby, mais contre Curtis, cet homme qui utilisait tout le monde autour de lui. Tu sais où il est en ce moment? Ai-je demandé. Shelby a hoché la tête. Il est à Las Vegas. Il y va toujours quand il a besoin de se cacher. Il a des connaissances là-bas, des bookmakers, des propriétaires de casinos. Il dit qu'il y respire mieux. Léon se pencha en avant. Tu as son adresse? Ses coordonnées? Non, mais je sais où il descend habituellement. Un hôtel en périphérie, bon marché, mais avec un casino dans le hall, il y joue. Je regardais mon grand-père. Je veux y aller, je veux le regarder dans les yeux. Léon fronça les sourcils. Clara, c'est dangereux. Vegas n'est pas un jeu. S'il a vraiment des dettes envers certaines personnes, il peut être imprévisible. Je m'en fiche, dis-je fermement. Je ne peux pas rester là à attendre. Je dois le voir, pas pour l'argent, pour la vérité. Shelby se leva soudainement. Je vais venir avec vous, dit-elle. Je dois le faire aussi, sinon je ne pourrai pas recommencer ma vie. Léon nous regarda tous les deux, puis soupira. D'accord, mais je ne vous laisserai pas partir seul. Joe, mon garde du corps, viendra avec moi. Il veillera à votre sécurité. Le lendemain, nous avons acheté des billets pour Las Vegas. Joe était un grand gaillard d'environ 35 ans, ancien militaire, au regard calme. Il parlait peu, mais je me sentais en sécurité à ses côtés. Le vol vers Vegas était court, mais il m'a semblé interminable. Je regardais les nuages par le hublot et repensais à tout ce qui s'était passé. À ma mère qui me volait, à mon grand-père qui avait enfin commencé à s'occuper de moi, à Curtis que je n'avais jamais vu mais que je détestais déjà. Shelby était assise à côté de moi, regardant son téléphone en silence. De temps en temps, elle s'essuyait les yeux et je comprenais qu'elle souffrait autant que moi. Vegas nous a accueillis avec sa chaleur et ses lumières vives. Même en plein jour, la ville semblait irréelle, les enseignes au néon, la musique forte, les gens qui passaient comme en transe. Nous avons séjourné dans un hôtel bon marché, près de l'endroit où, selon Shelby, Curtis pouvait se trouver. Margot m'a envoyé l'adresse du casino où il avait été vu récemment. Nous y sommes allés dans la soirée. C'était un endroit délabré en périphérie, loin des casinos glamour du centre de Vegas. Il y avait là de vieilles machines à sous, des tables usées et des gens qui semblaient avoir perdu depuis longtemps tout ce qu'ils possédaient. Je l'ai vu tout de suite. Il était assis à une table de poker, jetait des jetons, riait avec des gens comme lui, des cheveux gris, un visage agréable, habillé simplement mais proprement, rien de particulier, rien qui puisse le faire passer pour un escroc. Je me suis approché de la table, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Curtis Limbach, il s'est retourné, m'a regardé, puis m'a souri. Un sourire faux et froid. Et toi, qui es-tu? Encore une qui pense que je suis coupable de quelque chose. Je m'appelle Clara, la fille de Sheila. Son sourire disparut un instant, puis réapparut. Ah, Clara, ta mère m'a beaucoup parlé de toi, que fais-tu ici? Je suis venue chercher des réponses. Tu as pris 600 000 $ à ma mère. C'était mon argent. Où est-il? Il se renversa dans son fauteuil et éclata de rire. Ton argent, ma petite, c'est ta mère qui m'a donné cet argent, de son plein gré. Elle voulait investir, assurer son avenir, je l'ai simplement aidée. Tu as acheté une maison sous un faux nom, dis-je froidement. Tu l'as utilisée. Et moi aussi. Il haussa les épaules. Je n'ai rien volé. Votre problème, c'est que vous ne savez pas apprécier ce que vous avez. Ta mère voulait être heureuse. Je lui ai promis cela, et j'ai tenu ma promesse pendant un certain temps. Shelby sortit de l'ombre. Papa. Curtis sursauta en voyant sa fille. Shelby, que fais-tu ici? Je suis ici pour te dire la vérité, dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. Tu m'as demandé de l'argent toute ma vie. Tu as menti à maman, tu m'as menti. Tu ne t'es même pas souvenu de moi quand tu as volé l'argent des autres. Tu n'as jamais été un père. Curtis éclata d'un rire cynique et cruel. Vous ne prouverez rien, vos documents ne valent rien. À Vegas, tout s'achète et se vend. Et si vous pensez pouvoir me faire craquer, vous vous trompez. Je posai sur la table le papier avec les relevés, la photo de ma mère et une brève description de tous les virements. J'espère que cet argent vaut la peine de vivre avec ça jusqu'à la fin de ma vie. Je me suis retournée et je suis partie sans attendre de réponse. Shelby m'a suivi.
Joe est resté encore un instant à jeter un regard froid à Curtis, puis est sorti à son tour. Nous avons passé la nuit à l'hôtel. C'était un endroit bon marché, avec une odeur désagréable et une fenêtre donnant sur une arrière-cour où les ordures s'étaient accumulées. Je n'arrivais pas à dormir. Je restais allongé à regarder le plafond, envahi par un sentiment de vide. Pendant la nuit, j'ai entendu Joe parler au téléphone. Il se tenait dans le couloir, mais je pouvais entendre sa voix. Oui, je confirme, il est là, on peut agir. Et le matin, nous sommes retournés à Portland. Rien n'avait changé. Vegas était derrière nous et je ne ressentais qu'un grand vide. Ma mère ne répondait pas à mes appels. Léon m'a simplement dit: Tu as fait ce que tu devais faire, je m'occupe du reste. Une semaine plus tard, Shelby m'a appelé. Sa voix était joyeuse, presque euphorique. Clara, tu ne peux pas imaginer ce qui s'est passé. Quoi ai-je demandé, sentant mon cœur s'accélérer. Ma mère a poursuivi Curtis en justice. Non-paiement de pension alimentaire pendant de nombreuses années, fraude, vol, tout. L'avocat dit qu'il risque maintenant la prison, et ma mère et moi allons recevoir une compensation, une très belle somme d'argent. L'avocat va dépouiller mon père jusqu'à ses sous-vêtements, ce sont ses mots. Je peux enfin respirer. J'ai souri pour la première fois depuis longtemps. C'est génial, Shelby. Et tu sais quoi? L'avocat a dit que ton grand-père avait aidé à rassembler toutes les preuves. Il a transmis à ma mère toutes les informations recueillies par Margot. Sans lui, nous n'aurions rien pu prouver. J'ai raccroché le téléphone et je suis restée assise dans le silence. Mon grand-père n'a pas pardonné à Curtis de m'avoir volé. Et maintenant, la justice a commencé à faire son travail. Je ne savais pas si je récupérerais mon argent, je ne savais pas comment le procès allait se terminer. Mais je sentais que la lutte ne faisait que commencer. Ma mère m'a appelée elle-même. C'était inattendu. Après tout ce qui s'était passé, je pensais qu'elle se cacherait, comme toujours, lorsqu'elle ne pouvait pas se justifier. Mais la voix au bout du fil était faible, presque inhumaine à cause de la fatigue. Clara, nous devons parler, s'il te plaît. Je suis restée silencieuse pendant quelques secondes, hésitante. Une partie de moi voulait refuser, raccrocher et ne plus jamais entendre sa voix, mais l'autre partie, celle qui se souvenait encore de ma mère qui veillait sur moi la nuit quand j'étais malade, qui me chantait des chansons avant de m'endormir, ne pouvait pas simplement couper ce lien. D'accord, ai-je finalement dit. Quand? Demain, où tu veux. Nous avons convenu de nous retrouver à la périphérie de la ville, dans un endroit calme où personne ne nous connaissait. Je l'avais choisi exprès pour ne pas croiser de connaissances, ne pas avoir à répondre à des questions, ne pas avoir à expliquer pourquoi j'étais avec ma mère tout en ayant l'air de vouloir disparaître. Le lendemain, je suis arrivée au café avant l'heure prévue. J'ai commandé un café, je me suis assise à une table près de la fenêtre et j'ai regardé la rue. Les gens passaient, des gens ordinaires, heureux, avec leurs propres problèmes qui leur semblaient énormes. Et moi, j'étais assise là, attendant de rencontrer la personne qui m'avait mise au monde et qui avait en même temps détruit ma vie. Ma mère est arrivée pile à l'heure. Je l'ai vue par la fenêtre, elle marchait lentement, comme si elle avait peur de s'approcher. Quand elle est entrée, j'ai remarqué à quel point elle avait vieilli en quelques semaines. Son visage était gris, elle avait des cernes sous les yeux, ses cheveux étaient en bataille, elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Clara, dit-elle doucement en s'approchant de la table. J'ai hoché la tête, mais je ne me suis pas levée, je ne l'ai pas prise dans mes bras, je l'ai simplement regardée, attendant qu'elle parle. Maman s'est assise en face de moi et a posé ses mains sur la table, elle tremblait. Merci d'être venue, a-t-elle commencé. Je ne savais pas si tu accepterais. Moi non plus, répondis-je honnêtement. Nous restâmes silencieuses pendant quelques minutes. La serveuse s'approcha et demanda à ma mère si elle voulait commander quelque chose. Elle secoua la tête. La serveuse s'éloigna et nous nous retrouvâmes à nouveau seuls. Je veux que tu saches la vérité, a finalement dit ma mère. Toute la vérité. Pas d'excuses, pas de tentative de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, juste ce que j'ai ressenti toutes ces années. J'ai croisé les bras sur ma poitrine, dans l'attente. Ma mère a pris une profonde inspiration et s'est mise à parler. Sa voix était douce mais sincère. Pour la première fois de ma vie, j'écoutais ma mère non pas comme une enfant, mais comme une adulte qui essaie de comprendre la douleur d'autrui. Après la mort de ton père, mais je me suis retrouvée seule, j'avais 28 ans, tu étais petite et j'étais veuve. Sa famille, ils ne m'ont jamais acceptée. Léon me regardait toujours comme si je n'étais pas assez bien pour son fils. J'étais infirmière, une fille issue d'une famille modeste de la banlieue. Eux, ils étaient riches, éduqués, influents. Lors de leur fête, je me sentais étrangère. Ils parlaient affaires, investissements, voyages dans Europe, et moi je restais assise en silence, essayant de ne pas dire de bêtises. Elle se tut et s'essuya les yeux avec une serviette. Ton père m'aimait, il me protégeait, disait que je n'avais rien à prouver à sa famille. Mais après sa mort, j'ai compris que je n'avais plus rien. Léon a commencé à me verser de l'argent, mais ce n'était pas par amour pour toi, il se sentait simplement coupable. Coupable de ne pas avoir sauvé son fils, et l'argent était sa façon de se racheter. Il ne s'est jamais intéressé à toi, il ne venait pas, il n'appelait pas, il transférait simplement de l'argent et pensait que cela suffisait. J'écoutais, essayant de ne pas l'interrompre, même si à l'intérieur, la colère bouillonnait en moi. Quand j'ai appris l'existence du fonds fiduciaire, je me suis mise en colère, a poursuivi ma mère. Il l'avait créé à mon insu, comme si je n'étais pas ta mère, comme si je n'avais pas le droit de savoir ce qui arrivait à ma fille. Je me suis dit, c'est injuste. Je t'ai élevée toute seule, j'ai travaillé jour et nuit, j'ai tout sacrifié. Et lui, il se contentait de transférer de l'argent et pensait que cela suffisait. Et moi, j'ai changé d'adresse email. Au début, je voulais simplement contrôler la situation, savoir combien il donnait, à quoi servait cet argent. Mais ensuite, elle s'est tue à nouveau et j'ai vu des larmes couler sur son visage.
Puis Curtis est apparu. Il a été le premier homme après ton père à me rendre heureuse. Il m'écoutait, me comprenait, me soutenait. Je me sentais comme une femme, et pas seulement comme une mère ou une infirmière qui nettoie derrière les autres dans un hospice. Quand il a dit qu'il pouvait investir de l'argent, que nous pourrions assurer notre avenir, acheter une maison, vivre mieux, j'ai cru, je pensais faire ce qu'il fallait, que cet argent servirait à notre vie commune, à toi, à notre avenir. Je ne voulais pas te voler, Clara. Je te le jure, je pensais vraiment faire ce qu'il y avait de mieux pour nous deux. Je la regardais, son visage fatigué, ses cheveux gris, ses mains qui tremblaient de nervosité et de stress. Et j'ai compris, ce n'est pas une mauvaise personne, ce n'est pas un monstre. Elle a simplement fait une chose très mauvaise, très stupide, qui a détruit ma vie et la sienne. Tu m'as menti toute ma vie, maman, ai-je dit doucement en essayant de contrôler ma voix. Tu m'as fait me sentir coupable pour chaque petite chose, pour un nouveau sac à dos, pour une sortie scolaire au musée, pour les achats avec mes copines. Je me sentais comme un fardeau. Je pensais que nous vivions au seuil de la pauvreté et pendant tout ce temps, j'avais de l'argent qui aurait pu changer ma vie. J'aurais pu finir mes études tu vois, dans une meilleure université, voyager, ne pas avoir accumulé plusieurs emplois, ne pas devoir me priver de tout. Mais tu m'as privé de tout ça, pas seulement de l'argent. Tu m'as privé de possibilités, tu m'as privé de choix et tu m'as menti tous les jours en me regardant dans les yeux. Maman s'est mise à pleurer, pas de manière hystérique, mais doucement, désespérément. Je sais, a-t-elle murmuré. Je sais et j'en suis désolée. Si je pouvais remonter le temps, si je pouvais tout réparer, mais je ne peux pas, et je comprends que tu me détestes. Je ne te déteste pas, ai-je dit, et c'était vrai. C'est juste que je ne peux pas te pardonner. Peut-être qu'un jour je pourrai, mais pour l'instant je ne peux pas. J'ai besoin de temps, peut-être beaucoup de temps, peut-être pour toujours. Nous étions assises en silence. Autour de nous, les gens faisaient du bruit, les tasses tintaient, une musique douce jouait, mais pour moi, rien n'existait à part cette conversation, cette douloureuse vérité. Nous avons besoin d'une pause, ai-je fini par dire. Je ne sais pas combien de temps, mais pour l'instant, j'ai besoin d'être loin de toi. J'ai besoin de comprendre qui je suis sans tes mensonges, sans ton contrôle. Maman acquiesça en essuyant ses larmes. Je comprends. Je ne te demande pas pardon, mais sache simplement que je regrette chaque jour, chaque heure. Je me levai et pris mon sac. Je l'ai regardée une dernière fois, cette femme qui m'avait mise au monde, élevée, aimée à sa manière et qui en même temps m'avait détruite. Au revoir, maman. Je suis partie sans me retourner, je me sentais vide mais en même temps libre. Les semaines suivantes ont été marquées par la tension du procès. Les avocats engagés par Léon pour Shelby et sa mère ont mené l'affaire de main de maître. J'ai assisté aux audiences, je me suis assise dans la salle d'audience, j'ai observé les nouveaux détails qui étaient révélés. Chaque jour était une découverte. Curtis avait utilisé l'argent non seulement de Sheila, mais aussi d'autres femmes. Il y en avait une autre, Maren Jones, à qui il avait acheté une maison. Il s'est avéré qu'elle était aussi une de ses victimes, une jeune femme à qui il avait promis un avenir heureux. Il avait des dettes auprès de personnes influentes, des bookmakers, des propriétaires de casinos clandestins à Las Vegas. Il y avait des documents falsifiés, des sociétés fictives, de faux plans d'investissement. Curtis Limbash était un escroc professionnel et ma mère n'était qu'une de ses nombreuses victimes. Shelby était assise à côté de moi pendant les audiences, sa mère de l'autre côté. Nous étions tous victimes d'un seul homme et nous voyons maintenant la justice enfin le rattraper. Lorsque le juge a prononcé la sentence, 5 ans de prison et indemnisation intégrale des victimes, confiscation des biens, je n'ai pas ressenti de joie, mais plutôt un sentiment de paix. Je n'allais pas récupérer mon argent, mais au moins Curtis allait répondre de ses actes, au moins d'autres femmes ne seraient pas ses victimes. Après le procès, Léon m'a invité chez lui. Nous nous sommes assis dans sa bibliothèque, comme le soir où tout avait commencé. Il m'a servi un verre de whisky, s'est servi lui-même et nous avons bu en silence. Tu es formidable, a-t-il fini par dire. Tu as traversé cette épreuve avec dignité. J'ai esquissé un faible sourire. Je ne sais pas si c'est de la dignité, c'est juste que je ne savais pas quoi faire d'autre. Léon posa son verre sur la table et me regarda de son regard calme et pénétrant. Clara, je veux t'offrir mon aide financière pour que tu puisses créer ta propre entreprise ou simplement vivre plus tranquillement sans le stress constant de l'argent. Tu le mérites, plus que quiconque. Je le regardais, son visage plein de sincérité. Il ne me proposait pas de faire des affaires. Je savais qu'il avait d'autres petits-enfants qui s'y connaissaient beaucoup mieux que moi en agriculture. L'un d'eux travaillait déjà dans l'entreprise, l'autre terminait ses études de commerce. Léon estimait à juste titre que l'entreprise devait revenir à ceux qui s'y connaissaient vraiment, qui y consacreraient de leur vie. Mais il voulait m'aider en tant que petite fille, en tant que personne qu'il aimait et envers laquelle il se sentait coupable. J'ai pris une profonde inspiration. Grand-père, ai-je dit doucement, je te suis reconnaissante, vraiment. Ce que vous avez fait pour moi, pour Shelby, pour nous tous, c'est plus que je ne pouvais espérer. Mais je ne peux pas accepter cet argent. Il fronça les sourcils. Pourquoi? Ce n'est pas une aumône, Clara, c'est ce qui vous revient de droit. Non, rétorquai-je, j'ai perdu ce qui m'appartenait, et cela fait désormais partie de ma vie. Si mon destin est de ne pas recevoir l'argent qui m'appartient, alors je le gagnerai moi-même, de mes propres mains. Je ne veux pas que quelqu'un me donne quelque chose sans contrepartie, même toi, surtout toi. Je veux savoir que tout ce que j'ai, je l'ai mérité. Par mon travail, mon intelligence, mes mains. Léon me regarda longuement et je vis quelque chose de nouveau apparaître dans ses yeux, du respect, de la fierté, peut-être même de l'admiration. Tu es vraiment la fille de mon fils, dit-il doucement et sa voix était pleine de tendresse.
Lui aussi était fier, parfois trop, mais cela le rendait fort. Il ne demandait jamais d'aide, même quand il en avait besoin. Et quand je te regarde, je vois la même obstination, la même force. Il se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda la ville qui s'étendait en contrebas dans la soirée. Très bien, dit-il, je n'insisterai pas, mais sache que si jamais tu as besoin d'aide, je suis là, toujours. Je sais, répondis-je, le cœur débordant de gratitude. Et cela compte beaucoup pour moi. Les mois suivants, je travaillais sans relâche. J'ai créé une petite société de conseil, loué un minuscule bureau dans la banlieue de Portland, acheté un ordinateur portable basique et commencé à chercher des clients. Cela s'est avéré beaucoup plus difficile que je ne le pensais. J'envoyais des dizaines de courriers chaque jour, j'appelais des inconnus, je proposais mes services. Beaucoup m'ont refusé, parfois de manière sèche, voire grossière. Nous avons déjà des spécialistes en marketing. Nous ne travaillons pas avec des freelances. Vos tarifs sont trop élevés. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai continué à travailler, à améliorer mon portfolio, à chercher de nouvelles approches. Shelby a été ma première cliente. Elle avait décidé d'ouvrir son propre salon de beauté avec l'argent obtenu après le procès et m'avait demandé de l'aider à créer son image de marque. Nous avons travaillé ensemble, nous avons trouvé un nom, créé un logo, élaboré une stratégie de promotion sur les réseaux sociaux. C'était passionnant et pour la première fois depuis longtemps, j'avais le sentiment de faire quelque chose de vraiment important, quelque chose qui m'appartenait. Tu es talentueuse, m'a dit Shelby un soir alors que nous étions assises dans son futur salon, entourée de cartons et de poussière de chantier. Vraiment, je crois que tu vas réussir. Tu vas pouvoir construire quelque chose de grand. J'ai souri. J'espère. Sinon, je devrais retourner à l'agence et recommencer à rédiger des rapports sur les tomates bio et les œufs écologiques. Nous avons ri et c'était bien. Après tout ce qui s'était passé, le rire semblait être un miracle, un cadeau auquel je ne m'attendais pas. Un soir, quelques mois après le procès, Léon m'a de nouveau invité chez lui. Je suis arrivée et il m'a accueilli dans sa bibliothèque. Il semblait plus âgé que d'habitude, fatigué, et j'ai ressenti de l'inquiétude. Tout va bien lui ai-je demandé. Assieds-toi, m'a-t-il dit, et je me suis assise. Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes. Le feu crépitait dans la cheminée, la nuit tombait dehors. Finalement, Léon a pris la parole. Clara, je voudrais te demander pardon. J'ai sursauté de surprise. Quand? Pourquoi? Pour ne pas avoir été là pour toi toute ta vie, pour avoir accordé plus d'attention à mes autres petits-enfants et à mes affaires qu'à toi, pour avoir laissé Shaylee ériger un mur entre nous, j'aurais pu me battre pour toi, j'aurais pu insister pour te voir, j'aurais pu t'éloigner d'elle quand j'ai compris que quelque chose n'allait pas, mais je ne l'ai pas fait, j'ai décidé que l'argent et la distance étaient la meilleure solution. Et maintenant, je comprends que c'était la plus grande erreur de ma vie. Sa voix tremblait et pour la première fois, je ne voyais plus en lui un homme d'affaires puissant, un patriarche sévère, mais un vieil homme qui regrettait le temps perdu, les erreurs non réparées. Je me suis levée, je me suis approchée de lui et je l'ai serré dans mes bras, fortement, comme je serrais mon père dans mes bras quand j'étais enfant, quand je me souvenais encore de sa chaleur, de son odeur, de sa voix. Tu es là maintenant, murmurai-je. C'est ce qui compte, c'est ce qui compte. Léon m'a serré dans ses bras en retour et nous sommes restés là, deux personnes qui s'étaient enfin retrouvées après des années de solitude, de malentendus et d'occasions manquées. En rentrant chez moi cette nuit-là, je regardais les lumières de la ville et pensais à tout ce qui s'était passé au cours de ces derniers mois, à ma mère qui m'avait volé et qui restait pourtant ma mère, à Curtis qui était en prison et assumait ses actes, à mon grand-père qui était enfin devenu ma famille, à Shelby qui était devenu mon ami, à mon entreprise qui ne faisait que démarrer mais qui me donnait déjà de l'espoir. La vie n'était pas devenue plus facile, mais elle est devenue la mienne et c'était le plus important. 3 ans, ce n'est pas beaucoup et en même temps une éternité. Assez de temps pour changer, construire quelque chose de nouveau, apprendre à vivre différemment. Je suis assise dans mon bureau qui n'est plus une petite pièce à la périphérie, mais un véritable espace spacieux au centre de Portland avec de grandes fenêtres et des murs blancs. Sur la table, un ordinateur portable, des dossiers avec des projets, une tasse de café. À la table voisine travaille Ashley, mon assistante, une jeune femme de 23 ans qui vient de terminer ses études universitaires et qui brûle d'envie de prouver qu'elle vaut quelque chose. Derrière elle, Daniel, un rédacteur qui écrit des textes pour nos clients. Nous sommes une petite équipe, mais efficace. Et tout cela m'appartient. Je l'ai construit de mes mains avec mon esprit. Les clients sont arrivés progressivement. Au début, il s'agissait de petites startups qui pouvaient à peine se permettre mes services. Puis, ce furent des entreprises plus importantes qui avaient entendu parler de moi par des connaissances. Aujourd'hui, j'ai un flux constant de commandes et je peux même choisir avec qui je travaille. Mais c'est un sentiment incroyable, un sentiment de liberté, de contrôle, de confiance. Shelby est devenue non seulement une cliente, mais aussi une véritable amie. Son salon de beauté prospère, 3 fauteuils, des clients réguliers, de bons commentaires sur les réseaux sociaux. Nous nous réunissons tous les samedis pour boire du vin et discuter de la vie, du travail, des hommes, de tout et de rien. Elle est la seule personne à connaître toute la vérité sur ce qui s'est passé il y a 3 ans. Elle ne juge pas, ne plaint pas, elle comprend simplement. Et cela n'a pas de prix. C'est à cette époque, il y a 2 ans, que j'ai rencontré Nick. Il n'était pas un prince charmant, il n'était ni riche ni particulièrement séduisant.
C'était juste un homme normal, ingénieur dans une entreprise de construction qui aimait la pêche et la cuisine. Nous nous sommes rencontrés dans un café. Il était assis à la table voisine, lisait un livre et j'ai accidentellement renversé mon café sur lui. Il a ri, m'a aidé à essuyer la table et nous avons commencé à discuter. Il n'y a pas eu de coup de foudre, pas de magie, juste une conversation calme et agréable. Nous avons commencé à nous fréquenter. Lentement, sans précipitation, il ne me mettait pas la pression, n'était pas exigeant, n'était pas jaloux. Il était simplement là. Il m'écoutait quand j'avais besoin de parler, se taisait quand j'avais besoin de me taire. Il ne connaissait pas les détails de mon histoire et je ne me précipitais pas pour les lui raconter. Mais un soir, alors que nous étions assis sur son balcon et que nous regardions le ciel étoilé, je lui ai tout raconté. À propos de ma mère, de l'argent, de Curtis, de mon grand-père, il m'a écouté sans m'interrompre, puis il m'a simplement prise dans ses bras et m'a dit: Tu es forte, je suis fière de toi. Un an plus tard, nous nous sommes mariés, un mariage modeste avec seulement nos amis les plus proches. Shelby était ma demoiselle d'honneur, la mère de Nick a fait le gâteau, son père a porté un toast, ma mère était là aussi, assise dans un coin, silencieuse, presque invisible. Nous ne nous sommes pas embrassés, nous n'avons pas pleuré de bonheur. Nous nous sommes simplement salués d'un signe de tête. C'était tout ce dont j'étais capable. Un an plus tard, notre fille est née, nous l'avons appelée Tara. Une petite fille dit aux grands yeux qui ressemblait à Nick. Quand je l'ai tenue dans mes bras pour la première fois, j'ai compris que j'avais enfin trouvé ce qui m'avait manqué toute ma vie. Une famille fondée sur l'honnêteté et la confiance. Pas parfaite, mais authentique. Léon a vécu assez longtemps pour voir Tara. Il avait presque 80 ans, il bougeait plus lentement, parlait plus doucement, mais ses yeux restaient clairs. Quand je lui ai présenté ma fille pour la première fois, il l'a prise dans ses bras et a pleuré, doucement, sans un mot. Puis il m'a regardé et m'a dit: Maintenant, je peux partir en paix. Tu es heureuse, c'est tout ce dont j'avais besoin. Il est mort 2 mois après la naissance de Tara, soudainement dans son sommeil d'un accident vasculaire cérébral. Il n'y a pas eu de douleur, pas de souffrance. Il s'est simplement endormi et ne s'est pas réveillé. J'ai pleuré à l'enterrement, mais sans hystérie, sans désespoir. Je comprenais que mon grand-père avait vécu une vie longue et bien remplie. Et qu'au cours des 3 dernières années, il était devenu pour moi un véritable soutien, une véritable famille. Dans son testament, il m'a laissé une maison. Pas la vieille demeure où il vivait, celle-ci est revenue à ses autres petits-enfants qui travaillaient dans son entreprise. Mais une maison séparée qu'il avait achetée spécialement pour moi un an avant sa mort. Petite, confortable, avec un jardin et une véranda. Pour Clara et sa famille, était-il écrit dans les documents, et il a aussi laissé de l'argent, mais pas à moi, à ma fille. Un fonds fiduciaire au nom de Tara, avec des instructions claires. L'argent doit servir à son éducation, à son avenir, pour qu'elle ait ce que je n'ai pas eu. Dans la lettre jointe au testament, mon grand-père a écrit: Clara, tu sais ce que c'est que de ne pas recevoir d'argent à cause de la cupidité de ta mère. Tu sais ce que c'est que de se battre pour chaque dollar, de se sentir coupable pour chaque petite chose. Je ne veux pas que ta fille vive la même chose. C'est pourquoi, compte tenu de tes choix passés et de ton parcours de vie, je crois que tu feras bon usage de cet argent. Cet argent est pour Tara afin qu'elle ait ce que tu n'as pas eu. Pour qu'elle puisse choisir, rêver, vivre sans peur. Je t'aime, ma petite fille. Tu m'as rendue fière. Léon. J'ai pleuré en lisant cette lettre. J'ai pleuré de gratitude, d'amour, de compréhension, car il me connaissait vraiment, il me comprenait. Ma mère et moi communiquons peu, mais nous communiquons quand même. Elle vient une fois tous les quelques mois pour l'anniversaire de Tara, pour Noël. Nous parlons de sujets neutres, du temps, de son travail. Elle travaille toujours dans un hospice, de la santé, nous évitons le passé, nous ne parlons pas d'argent, de Curtis, de ses années de mensonges. Ce n'est pas une mauvaise personne, je l'ai compris avec le temps, mais elle m'a volé, elle a détruit mon enfance, elle m'a fait me sentir comme un fardeau et je ne peux pas l'oublier, je ne peux pas pardonner, peut-être pour l'instant, peut-être jamais. Mais elle reste ma mère, et quand je regarde Tara, quand je la tiens dans mes bras, je me demande: aurais-je fait la même chose? Aurais-je pu la voler, lui voler ses chances? Et la réponse est toujours la même: jamais. Mais je comprends aussi que les gens font des choses étranges quand ils se sentent seuls, abandonnés, mal aimés. Parfois, je pense à ce qu'aurait été ma vie si ma mère n'avait pas volé cet argent. Peut-être aurais-je terminé mes études dans une meilleure université, peut-être aurais-je voyagé à travers le monde, peut-être n'aurais-je pas eu à cumuler plusieurs emplois, à subir un stress constant et à être épuisée. Mais en même temps, je comprends que c'est précisément cela qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, forte, indépendante, honnête. Les combats, la douleur, la trahison, tout cela m'a appris à apprécier ce que j'ai, à ne pas abandonner, à croire en moi, et ma mère reste ma mère. L'argent n'est que de l'argent. Nous sommes en soirée, je suis assise dans le salon de ma nouvelle maison, celle que mon grand-père m'a laissée. Les grandes fenêtres donnent sur la ville, les lumières clignotent dans l'obscurité et le ciel s'assombrit progressivement. Je tiens Tara dans mes bras, elle dort, respire régulièrement, calmement. Nick prépare le dîner dans la cuisine, je sens l'odeur de l'ail et des tomates. Shelby m'a envoyé un message: le rendez-vous de samedi est maintenu, j'ai acheté du nouveau vin. Je regarde ma fille et je pense: elle ne connaîtra pas ce que j'ai vécu, elle ne se sentira pas coupable pour chaque centime dépensé. Elle aura le choix, des opportunités, la liberté, et je ferai tout pour la protéger du mensonge, de la trahison, de la douleur que j'ai endurée. Je ne suis plus la fille que j'étais il y a 3 ans, je n'ai pas pardonné, je n'ai pas oublié, mais j'ai appris à vivre sans le poids des attentes des autres et des mensonges. J'ai appris à construire ma propre vie, à prendre des décisions, à me faire confiance. La vie continue et c'est ma vie.